Quand un inspecteur des impôts choisit qui il va contrôler, il ne tire pas au sort dans un chapeau. Il vise les entreprises qui puent la fraude à des kilomètres. Et c'est là que le cauchemar commence pour le chercheur. Comment vous prouvez qu'un audit marche vraiment s'il ne contrôle que des tricheurs de compétition? Comment vous transformez ce bazar en preuve causale crédible? C'est le sujet du jour. On reprend là où on s'est arrêté. Épisode 1, je vous ai montré les résultats du papier de Costo Gianni et ses co-auteurs sur l'e-invoicing et les audits TVA au Rwanda. Aujourd'hui, on ouvre le capot. Comment ils arrivent à ces chiffres et surtout, pourquoi ce n'est pas trivial. D'abord le terrain, parce que sans le comprendre, la méthode, elle n'a pas de sens. L'e-invoicing au Rwanda, ça n'a pas été déployé d'un coup pour toutes les entreprises un lundi matin. C'est un rouleau échelonné dans le temps. Staggered adoption, comme on le dit. Les grandes firmes et certains secteurs ont été obligés d'adopter en premier, les autres ont suivi progressivement. Ça, c'est crucial pour la suite. Deuxième élément de terrain tout aussi important, la Rwanda Revenue Authority ne dit pas au hasard. Les contrôles sont sélectionnés sur base d'une évaluation des risques. Des films jugés plus susceptibles de frauder. Donc, si vous comparez juste les films audités versus films non audités, vous mélangez l'effet de l'audit avec le fait que ces films étaient déjà différents au départ, probablement plus à risque, potentiellement avec des trajectoires de conformité différentes, même sans audit. Vous voyez le double problème d'endogénéité qui se pose. Ni l'adoption de l'e-invoicing, ni le fait d'être audité ne sont assignés au hasard. Les deux sont corrélés avec des caractéristiques inobservables des films. Leur propension à frauder, leur secteur, leur taille potentiellement, leur attitude vis-à-vis du fisc, comme le disent les auteurs eux-mêmes. Comment on répond à ça? Les auteurs combinent deux outils. Premier outil, le matching. Avant de comparer les trajectoires, ils apparient chaque film traité, audité ou ayant adopté l'e-invoicing à des films témoins observationnellement équivalents. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que des films qui ressemblent le plus possible sur toutes les caractéristiques observables disponibles, le secteur, la taille historique des déclarations, etc. L'idée est de reconstruire un groupe de contrôle sur le papier aurait pu recevoir le traitement même s'il ne l'a pas reçu. Le deuxième outil, c'est le cœur de l'identification, la différence en différence empilée, le fameux Stacked DID. Pourquoi empiler et pas un simple DID classique? Parce que le traitement, c'est-à-dire l'adoption de l'e-invoicing, arrive à des moments différents pour des films différents. Si vous faites un DID à 2 épisodes classiques, dans ce contexte, vous tombez dans un piège bien connu maintenant grâce à la littérature économétrique récente, popularisée notamment par les travaux de Gottman, Bacon et Callaway Santana sur les designs à adopter échelonnés. Les films déjà traités tôt peuvent servir involontairement de groupe de contrôle pour les films traités plus tard, ce qui contamine l'estimateur et qui peut même donner des poids négatifs à certains effets de traitement. Le Stacked DID, c'est une façon de contourner ce piège. On construit des sous-expériences propres, cohorte par cohorte, des films traités à des mêmes dates, chacune comparée à son propre groupe de contrôle encore non traité. Puis, on empile ces comparaisons pour obtenir un effet moyen qui n'est pas contaminé par les effets de traitement hétérogènes dans le temps. Concrètement, ça donne quoi? Pour chaque cohorte, des films qui adoptent l'e-invoicing à une date donnée, on regarde l'évolution de la TVA net déclarée avant et après, comparé à des films similaires pas encore traités au même moment. On fait ça pour chaque cohorte, on empile et l'effet qu'on obtient est propre, pas pollué par le fait que d'autres films changent de statut de traitement en même temps. Et pour l'interaction audit et invoicing, c'est là que le design devient beaucoup plus riche lorsqu'on veut regarder cette interaction.
Il ne regarde pas juste l'effet de l'invoicing seul, ni l'effet de l'audit seul. Il croise les deux. Film audité qui utilise déjà l'invoicing versus film audité qui n'utilise pas encore versus film non audité ou sans invoicing. C'est un design en quelque sorte factoriel qui permet de décomposer l'effet total en effet direct de la tech, effet direct de l'audit et effet d'interaction. C'est cette interaction qui donne le fameux résultat des 33 400 $ dont je vous parlais dans l'épisode 1. Pourquoi c'est malin comme stratégie? Parce que ça répond directement à la question politique publique. Pas est-ce que l'invoicing marche dans l'absolu, mais est-ce que l'invoicing change l'efficacité marginale d'un audit? C'est une question à laquelle une évaluation d'impact classique en silo n'aurait jamais pu répondre. Petite aparté méthode pour les plus geeks d'entre vous. Ce genre de design suppose implicitement une hypothèse de tendance parallèle conditionnelle, c'est-à-dire que une fois qu'on a apparu sur les observables, les films traités et non traités auraient suivi la même trajectoire de conformité en l'absence de traitement. C'est une hypothèse invérifiable directement, mais les auteurs la rendent plus crédible en montrant des tendances pré-traitement parallèles sur plusieurs périodes avant l'adoption. Le classique Event Study Plot qu'on utilise pour convaincre le lecteur qu'il n'y a pas de divergence préexistante. Ce qu'il faut retenir de cet épisode, la force de ce papier, c'est d'avoir eu une expérience. C'est pas d'avoir eu une expérience randomisée, pardon. Ils ne l'ont pas eu. C'est d'avoir exploité intelligemment la structure temporelle du rouleau et la richesse des données administratives pour construire une identification quasi expérimentale, solide, avec des outils économétriques de pointe adaptés spécifiquement au piège du stack treatment. Prochain épisode, qui est le dernier de cette série, on va mettre les gants de boxe et on critique tout ça. Sélection aussi inobservable, générabilité ou alors validité interne, validité externe. Et rendez-vous dans la prochaine vidéo.